Bonjour à tous et bienvenue dans Ta Vue, le magazine présenté par le Master de journalisme de l'Université catholique de Lille. Au programme aujourd'hui, la grève contre la sélection universitaire, la découverte du rhizome de l'Université catholique de Lille, Pleurette, les champignons à portée de main, la cigarette au cinéma et enfin la vision des forains lillois par rapport au marché de Noël de Paris, avant de terminer par l'agenda culturel. Les réformes gouvernementales par rapport à l'éducation sont toujours au cœur de la polémique. Gary a rencontré des étudiants qui sont contre la sélection universitaire. Ce jeudi, des étudiants de Lille 3 ont appelé à manifester place de la République à Lille contre la sélection à l'entrée de l'université que le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, Dominique Vidal, instaure à mots couverts dès la rentrée prochaine. Le but, c'est surtout de montrer qu'on a une force publique et qu'on est présent. En fait. On a besoin de montrer au gouvernement aussi, étant relayé par les médias, etc., mais aussi étant vu par la population lilloise, de montrer qu'on est là et qu'on est contre ce qui se passe. Ce qui est le principe aussi de beaucoup de luttes finalement. Essayer de rassembler lycéens, universitaires, profs, étudiants, voilà, un maximum de gens. Un des principaux buts, c'est d'attirer les lycéens, parce que c'est les lycéens qui vont vraiment, qui sont les plus touchés finalement. Cette relative mobilisation d'une centaine de personnes a surpris les forces de l'ordre qui avaient alors déployé un large dispositif d'encadrement. Direction la faculté de Lille 3 à Villeneuve-d'Ascq pour obtenir l'avis de professeurs et d'étudiants vis-à-vis de cette loi qui, au premier abord, semble favoriser une certaine méritocratie. Il y a des gens qui peuvent se révéler à l'université, pas se sentir forcément adaptés dans le milieu lycéen. Et du coup, je parle de mon expérience, j'étais vraiment naze au lycée. Et du coup, je me suis vraiment révélé, trouvé ma place à l'université. C'est pas juste, dans le sens où pour l'instant, tous les gens payent leurs impôts pour que leurs enfants puissent aller par exemple à l'université. Et donc du coup, au final, si tu payes pour quelque chose que tu ne pourras pas avoir, il faut un peu donner sa chance à tout le monde. C'est une vaste question. Quand moi j'ai passé le bac, il y avait 40% de réussite, donc c'était vraiment une sélection. Actuellement, on est à plus de 80%. On ne peut pas dire que le bac soit vraiment sélectif. Et d'un autre côté aussi, il y a énormément d'étudiants qui choisissent telle filière sans savoir s'il y a des débouchés, alors qu'il y a des filières où on a besoin, notamment dans le professorat, où on a besoin d'étudiants, il n'y en a pas assez. Mais en rapport au fiasco d'admission post-bac de l'été dernier, où avait été mise en place une sélection par tirage au sort, la sélection sur des critères objectifs n'a-t-elle pas plus de sens pour vous ? Un tirage au sort, ça reprend un peu ce que je viens de dire. L'avantage du tirage au sort, c'est qu'en fait, on a vraiment une pleine égalité pour tout le monde. Alors d'accord, il y a des gens qui se sont défoncés au lycée pour avoir un super dossier et pour pouvoir faire ce qu'ils veulent. Néanmoins, je pense qu'en fait, l'université, surtout les universités publiques, je pense que ça devrait rester ouvert à tout le monde. Parce que ça reste pour tout le monde et pas uniquement pour les meilleurs en fait. Parce que faire une fabrique à élite, je suis pas sûr que ce soit la bonne solution. On peut avoir un dossier, mais on peut par exemple avoir eu un dossier scolaire au bac, ou venir d'un mauvais dossier scolaire, ou alors être venu d'un lycée qui n'était pas forcément bien coté, où il y avait des classes surchargées, etc. Et donc du coup là c'est plus compliqué de réussir après, tu pars avec des mauvaises bases. Moi je pense qu'il y a une déconsidération peut-être du contexte social dans lequel les gens étudient. On l'aura compris, la chance donnée à tous et l'exigence d'équité font de cette loi Vidal un point sensible de la réforme des universités souhaitée par Emmanuel Macron. Et on accueille Gary. Bonjour Gary. Bonjour Juliette. Donc vous parlez de cette loi, donc la loi Vidal. Est-ce que concrètement vous pouvez nous expliquer un peu ce qu'elle va changer ? Alors, ce qui est attendu par cette loi, c'est une refonte donc de l'entrée à l'université après le bac. Le gouvernement dit ne pas instaurer de sélection, justement c'est le mot vraiment tabou, mais de poser des attendus. C'est-à-dire qu'on pourra rentrer en faculté, en psychologie, en droit, en médecine, selon notre dossier, selon l'appréciation aussi qui aura été faite de nous et de notre parcours au lycée, selon nos notes et voilà, tout un tas de critères. Quand avant, c'était tout le monde peut rentrer et fait ses preuves directement à l'université, c'était le légal et libre accès à tous. Cette loi prévoit aussi une année de césure possible en licence, qui n'était pas le cas ou très difficile.
Elle prévoit aussi, ça c'est quelque chose que les étudiants attendent, la refonte de la sécurité sociale qui rejoindrait le régime général. Donc ça économiserait potentiellement 200-220 € en moyenne par étudiant. On parle aussi d'une refonte d'admission post-bac qui a été un fiasco cet été, qui s'appellerait Parcoursup. Et en gros, on pourrait faire maximum émettre 10 vœux, quand avant c'était 24, il me semble. Et voilà, un fonctionnement un peu plus huilé sur le papier. Et enfin, cette loi prévoit un contrat de réussite pédagogique qui serait en fait une appréciation par les professeurs d'université, donc pendant la licence des étudiants. Et selon les appréciations, ils pourraient exiger des modules supplémentaires que l'étudiant devrait passer pour compenser certaines lacunes. Voilà un petit peu ce que cette loi... Donc ça change quand même pas mal de choses. Et donc on aurait peut-être un nouveau profil d'étudiants justement dans les universités. Ça serait quel type à peu près? Mais c'est ce que critiquent ces étudiants qui s'opposent à cette loi. Selon eux, les attendus qui vont être posés pour l'entrée à l'université vont sélectionner ceux qui sont déjà dans un milieu social favorisé, dans des lycées relativement bien classés, où il y a des professeurs peut-être supérieurs, si je peux dire. Donc pour eux, en fait, poser des attendus, c'est aussi négliger le contexte social de la personne et de dire, voilà, donc ceux qui sont dans un meilleur environnement auront un accès plus facile à l'université. Ceux qui ne sont pas favorisés de base vont être évincés par cette sélection. Donc on verrait plus, selon eux, une élite favorisée. Sociale, voilà. Donc justement, ça me permet de rebondir sur ma prochaine question. Dans le reportage, on a un étudiant qui parle donc d'une fabrique à élite. Donc c'est le ressenti qu'auraient la plupart des personnes interrogées. En tout cas, dans les étudiants qui manifestent et les lycéens aussi, oui, c'est un des gros arguments, c'est de dire, ce qui fait la force de l'université aussi, c'est de dire, on accepte tout le monde, de tout âge, il nous faut un bac. Et après, tout est possible d'une certaine manière. On laisse la chance, c'est aussi ça la force de cette institution. Et là, c'est ce qui commence à être grappillé par cette loi Vidal, à dire non, il faut, voilà, on pose certaines conditions. Donc oui, fabrique à élite, c'est un des gros arguments des opposants. Et donc on voit que c'est les étudiants, les jeunes, donc, qui sont surtout touchés, ce qui est normal vu que c'est pour les universités. Mais dans votre reportage, on voit que vous avez interrogé un professeur. Donc ce n'est pas que les jeunes qui s'opposent donc, à cette loi. Non, évidemment, il y a beaucoup de professeurs qui s'y opposent. Bon, certains aussi gardent le silence. Voilà, il y a tout un tas d'intérêts aussi, il faut le dire. Les professeurs sont aussi, de manière générale, je dirais, plus opposés à cette réforme qu'en sa faveur, voilà, pour les mêmes arguments. Un professeur m'a dit, le problème c'est que on va à l'encontre de la Constitution, de notre Constitution, à savoir que le 13e point de son préambule dit, je le cite, la nation garantit l'égal accès de l'enfant et de l'adulte à l'instruction et à la formation professionnelle. C'est l'égal accès là qui est en train d'être battu en brèche. Voilà, donc c'est ça. Et donc tous ces opposants, est-ce qu'ils proposent des solutions justement à cette loi ? Alors, voilà, là c'est intéressant parce que l'année dernière on avait le tirage au sort qui est, faut le dire, pas la solution la plus juste, je trouve, et pas la plus adaptée. Poser des attendus ou poser une sélection leur convient pas plus. Eux disent qu'il y a une alternative, c'est tout simplement aussi la hausse du budget. C'est de dire que depuis plusieurs dizaines d'années, il y a de plus en plus d'étudiants à l'université, de plus en plus de personnes qui ont le bac, et les budgets n'ont pas augmenté, loin de là, ils ont même doucement diminué avec aussi la loi d'autonomisation de l'université. Donc les budgets allant décroissant, le nombre d'étudiants montant, évidemment qu'il y a un moment donné où ça craque. Le problème, c'est de dire on redonne des moyens à l'université pour permettre l'accès à tous. Donc pas d'attendu, pas de sélection, pas de tirage au sort. Et donc pour conclure ce sujet, cette loi, est-ce qu'elle est sûre de passer et quand est-ce qu'elle passerait si c'est le cas ? Alors non, elle n'est pas sûre de passer. Elle a été proposée, je crois, le 22 novembre
au Parlement. Donc là, il y a des discussions qui vont s'engager ces prochaines semaines. Et puis, bon, la navette, Sénat, Parlement. Donc, c'est pas fait. Après, c'est pour que certaines mesures rentrent en compte dès la rentrée prochaine, 2018. Elle devrait quand même malgré tout passer au Parlement avec la majorité En Marche. Il devrait y avoir aucun problème pour qu'elle passe, mis à part la rue et une levée de la grogne, si je peux dire. Et surprenamment, là, la mobilisation était relativement faible, je trouve, parce que c'est un point qui a déjà été... des gouvernements ont déjà voulu l'instaurer, cette sélection un petit peu camouflée, notamment en mai 68. C'est ce qui a participé à la grogne. Voilà. Bon, c'était pas que ça, bien sûr, mais entre autres. En 1986, avec la loi de Vaquet, qui est la plus grosse manifestation depuis mai 68. Donc, ça a été à chaque fois un point hyper sensible qui a motivé énormément de personnes à manifester. Là, c'est pas vraiment le cas. Donc, bon, s'il n'y a pas cette grogne, la loi passera, je pense, sans problème. Donc, tout est encore à faire. Ça dépend donc de la population et du gouvernement. Ouais. Exactement. Eh bien, merci Gary. Merci. Qu'est-ce que sont les masters du Rhizome? Réponse avec Charlotte, Chloé et Rachel. Au cœur de l'Université catholique de Lille, un secteur de recherche et d'enseignement est tout particulièrement tourné vers l'innovation et l'écologie. Alors le Rhizome, c'est un espace dédié dans lequel les étudiants de master de la FGES vont poursuivre leur cursus dans plusieurs domaines bien évidemment disciplinaires, mais au-delà d'être un lieu, c'est aussi un laboratoire d'idées, j'allais dire, mais aussi une façon de penser autrement l'apprentissage, de penser autrement l'université. On va, à travers ces compétences, les confronter au débat, à la contradiction, à la résolution de problèmes, à apprendre à travailler en équipe pour qu'au final, à la fin de ces 2 années, ils puissent trouver un emploi. Ça passe par du coaching, de l'accompagnement. On va les aider à trouver un contrat en alternance. Et nous réfléchissons avec les entreprises de notre territoire, bien évidemment, à tous ces éléments-là. Comment, en permanence, nous pouvons moderniser, nous pouvons enrichir, nous pouvons être en adéquation au plus près des attentes et des besoins de notre territoire économique. Bref, comment pouvons-nous rendre nos masters de plus en plus attrayants, différenciants, de plus en plus intéressants et qui correspondent aux attentes. Cet écosystème innovant cherche à établir des connexions entre les masters et permettre aux étudiants d'avoir une vision globale de leur avenir. Le numérique, c'est notre épine dorsale en termes de développement, en tout cas un axe de développement stratégique dans notre faculté. Et on peut imaginer demain de nouveaux parcours qui sont liés écologie et numérique. On a des besoins aujourd'hui, ou des besoins émergents, puisqu'on a une dimension dans ces formations-là qui est de la prospective, donc d'imaginer ou de les préparer à des métiers futurs et imaginer potentiellement les ressources, les savoirs, les choses qu'ils seront amenés à côtoyer demain. Et Charlotte nous a rejoint en plateau. Bonjour Charlotte. Bonjour Julia. Alors concrètement, vu que ce monsieur parle beaucoup et explique vraiment en long et en large, qu'est-ce que sont les masters du Rhizome? Est-ce que vous pouvez nous résumer ce que c'est? En fait, ce sont des masters qui sont sous l'égide du Rhizome. Ce n'est pas les masters du Rhizome, ils changent de... C'est comme ça qu'ils communiquent à l'extérieur. Donc il y a 8 domaines, donc c'est l'écologie, l'e-commerce, l'international, le management, la banque, l'informatique et le patrimoine. Donc c'est vraiment axé pour tout le monde. Il faut juste avoir une licence, on peut rentrer en master 1 directement chez eux. Donc c'est tout type de personne peut rentrer. Tout type de personnes, c'est ça. En 2017, cette année, il y a eu 225 étudiants qui sont rentrés. Et c'est en alternance en fait. 7 masters 2 sur 8 sont en alternance. Donc du coup, c'est vraiment très pratique. Et il y a 93,6 étudiants qui ont eu un emploi 6 mois après la fin de leurs études. Donc c'est un bon taux, donc un bon résultat donc pour les masters. Ils sont très très fiers de ce master-là. Donc, des 8 masters. Et donc, les personnes qui vont dans ce type de master, qu'est-ce qu'ils voudraient faire un peu plus tard? Parce que forcément, je pense que si nous, on veut faire par exemple, nous, on veut faire du journalisme, je ne pense pas que forcément les journalistes seraient intéressés par ce type de master. C'est surtout des personnes qui sont vers l'innovation, en fait, l'innovation, l'écologie, tout ce qui est numérique. Technologie. Ils misent beaucoup sur le numérique en ce moment. Donc, c'est tout ce qui est effectivement nouvelle technologie et très pratique, en fait, vu que c'est, comme je l'ai dit, en alternance. Donc, c'est vraiment ceux qui sont prêts à travailler, qui veulent de l'innovation, du numérique, c'est très important. Je suppose aussi qu'ils ont de la technologie à portée de main aussi pour
pour s'y habituer et pouvoir après plus tard avoir des compétences dans le domaine. Et en fait là ils sont à l'ICAM depuis quelques mois parce qu'ils font des travaux là où ils sont en FGES et ils veulent que la FGES ça devienne vraiment un endroit où il y aura la technologie, on pourra accueillir des gens, faire des présentations. Ils espèrent être là-bas en septembre, ils ne savent pas vraiment parce qu'il y a les travaux, on ne sait jamais comment ça va se passer, mais ils veulent vraiment faire de leurs nouveaux locaux un endroit d'innovation numérique où les étudiants pourront monter des projets. Donc un vrai plus pour l'étudiant qui va dedans. Vous parlez d'alternance. L'alternance, est-ce qu'ils sont aidés justement par les professeurs ou gérants des masters? En fait, les professeurs sont des intervenants. D'accord. Ouais. Et du coup, ils ont des contacts. Voilà. C'est avec eux les étudiants voient avec eux. Les étudiants peuvent proposer des cours. C'est eux qui disent on aimerait bien travailler sur ça. Et le professeur dit d'accord, pas de souci, dis-moi ce que tu veux et on fera un cours. C'est un cours inversé un petit peu. C'est l'élève qui peut proposer ses cours et le professeur qui va aider. Et comme ce sont des intervenants, ils ont vraiment le terrain, ils savent vraiment comment ça fonctionne. Et c'est eux qui les aident après pour faire leur alternance. Donc c'est en fait un véritable tremplin pour tous les étudiants qui vont. C'est ça. Et donc c'est en 2 ans aussi comme... C'est en 2 ans, c'est un master simple. Effectivement, comme je l'avais dit quelques mois après, la majorité de personnes qui ont un stage sont automatiquement... Après, voilà, ça, on parle d'une grosse... Il y a une aide, une grosse importance. En décembre, ils sont en stage, ils savent déjà qu'ils vont être embauchés 6 mois plus tard. Et donc ce type de master... poussé vraiment sur l'innovation, etc. Il y a d'autres types de masters à Lille ou ailleurs? Alors, j'en ai aucune idée. On a surtout parlé interne à l'Université catholique. Mais eux, ils ne savent pas vraiment. Ils restent fixés sur leur projet à eux. Et ils considèrent ils ne veulent pas donner de leçons à qui que ce soit. Ils restent dans l'innovation numérique et ils sont très fiers de ce qu'ils font. Ils misent tout sur leur projet et leur master pour qu'ils soient le meilleur possible pour les étudiants. Qui donnent le maximum. Eh bien, merci Charlotte. Est-ce que vous connaissez les champignons en kit? Sinon, eh bien, Théo et Nicolas vont vous l'expliquer. Au cœur du marché de gros de Lille et dans les locaux d'Or Alimentaire se cache une start-up pour le moins originale. Alors aujourd'hui, on est une champignonnière éco-biologique parce qu'on produit des champignons bio ici à Lomme et à Fâche-Tuménil et on essaie de produire ça sur des résidus urbains comme le marc de café. Ici, c'est vraiment un lieu stratégique. On est sur le mine de l'Homme, donc le cœur logistique du marché du frais en Hauts-de-France. Et donc, on produit vraiment à côté des producteurs et on est en circuit extra court. En dehors de son originalité, Pleurette a aussi amené un nouveau concept dans la métropole lilloise. On est une champignonnière, mais aussi on a notre premier produit phare qui est le kit de culture pour que les personnes puissent cultiver facilement à la maison. Et donc, dans ces petits sacs, nous, on fait tout le travail. On mélange de la paille, le café, le marc de café et le mycélium qui sont les graines de champignons. Et on laisse le temps à ce champignon de faire ses racines dans ce petit sac. Et quand ça arrive à la maison, tout ce qu'il veut, c'est pousser et sortir. Pas besoin d'avoir la main verte pour utiliser ce kit. Il faut ouvrir la boîte, le petit carton juste ici, faire juste une croix dans le plastique pour lui dire que c'est là qu'il doit sortir et pas n'importe où. Et puis le poser n'importe où à la maison. La plupart du temps, c'est dans la cuisine. Juste éviter les sources de chaleur, donc ne pas le mettre par exemple au-dessus d'un radiateur pour éviter la sécheresse. C'est tout bête, mais c'est important. Alors le projet a été lancé il y a 3 ans et l'entreprise aujourd'hui juste un petit peu plus d'1 an. Donc il a fallu le temps de écrire les business plans, faire les études de marché et lever les fonds nécessaires pour la création. Des fonds que la petite entreprise trouve aussi grâce au financement participatif. On participe à un concours de start-up européen et grâce à notre soirée de crowdfunding, nous sommes arrivés premiers en fait, sur ce concours. C'est le concours de la plateforme Katana, donc une plateforme en ligne où les gens peuvent adresser leurs dons à Pleurette. Avec ses pleurotes en kit, la start-up surfe sur la mode du manger sain. Reste à savoir si cela durera. C'est un peu un objet du moment, les do-it-yourself, un peu savoir tous les scandales alimentaires, savoir d'où vient la nourriture. Après, il y a plein de gens qui malheureusement ne peuvent pas avoir de potager parce qu'ils travaillent, ils vivent en appartement en pleine ville, donc on ne peut pas leur proposer plein de choses. Là, juste un coin de la cuisine et il est bon. Et Nicolas, notre spécialiste en pleurotes, est avec nous. Bonjour Nicolas. Bonjour Julia. Alors, on voit donc que c'est donc les champignons là, en kit qui sont faits par l'entreprise donc Pleurette. Est-ce qu'il y a d'autres légumes ou d'autres champignons autres que les pleurotes qui sont cultivés ou proposés par l'entreprise? Alors pour l'instant, il n'y en a pas encore, mais ils ambitionnent pourquoi pas de développer un peu le projet. C'est ça. Après, ils ambitionnaient aussi de développer le projet vers les pleurotes
Là, pour l'instant, ils ont des pleurotes grises, donc tournez un peu plus vers les pleurotes jaunes et roses. Il y a beaucoup de pleurotes, les shiitake et tout ça. Donc vous y connaissez en champignons. Oui, j'ai bien appris ma leçon. Alors, on voit que on vend des kits. Quelle quantité on a donc de champignons par kit? Alors, ça dépend de l'environnement en fait où on place le kit, mais c'est environ entre 500 grammes et 1 kg en gros de champignons sur 10 jours, sur 3 récoltes. D'accord. Dans le reportage, on parle notamment de la Blue Economy. Est-ce que vous pouvez nous l'expliquer? Alors la Blue Economy, en fait, ils se sont basés sur cette économie-là pour leur projet. Donc en fait, c'est une économie qui se base vraiment sur l'humain, sur la nature, donc pas de pollution. On utilise des ingrédients vraiment qui réutilisent. Donc là, par exemple, c'est le marc de café, en l'occurrence. Donc naturel. Voilà. Et ils comptent justement utiliser un autre ingrédient qui est la drèche, qui vient des brasseries. Voilà. Et où sont cultivés les champignons? Dans quel récipient Alors en fait, ils les cultivent juste à côté, dans un entrepôt où en gros c'est d'anciens conteneurs maritimes. Et donc ils cultivent là-dedans. C'est assez spécial, donc on s'y attend pas forcément. C'est original. Et donc là, c'est des champignons et pour l'instant que des champignons. Est-ce que cette entreprise a toujours été sur les champignons ou est-ce qu'elle faisait autre chose avant, d'autres légumes, etc. Alors non, dès le début, ça a été les champignons. C'était une évidence. C'était ça, c'était des champignons. Et le prix, donc par rapport pour un kit, parce que je suppose qu'aussi il y a des lots avec plusieurs kits si on veut faire une grande récolte de champignons, mais pour un kit, combien ça coûterait? Alors pour un kit, bon, c'est quand même assez conséquent, mais bon, c'est 19,90 € après, pour voilà, un kit. Mais bon, on a jusqu'à 3 récoltes, donc... C'est assez innovant, c'est assez original, donc c'est original, voilà. Surtout en période des fêtes. Voilà, ça permet d'avoir un petit potager chez soi. Est-ce que vous avez testé, Nicolas, les champignons au kit? Alors non, j'ai pas testé. Peut-être bientôt. Un très grand passionné de champignons, donc... C'est dommage, on aurait voulu avoir votre retour. Bientôt, si vous le faites, on en reparlera. Pourquoi pas. Merci Nicolas. Merci. La cigarette pour ou contre au cinéma, c'est l'un des plus grands débats actuels. Camille s'est penchée sur le sujet. Il faut aller également au-delà du porte-monnaie et repenser la problématique générale de la consommation en s'intéressant notamment aux incitations culturelles à fumer. Je pense par exemple au cinéma qui valorise la pratique. Pour lutter contre le tabagisme, Nadine Grelet-Certenay propose d'interdire la cigarette dans les films français. Une proposition à laquelle dit réfléchir Agnès Buzyn, ministre de la Santé. Mais le cinéma n'est-il pas supposé être un biais pour parler de sujets tabous? La drogue dans Pulp Fiction, la polygamie dans les chansons d'amour, l'inceste dans Ma mère. Ne faisons-nous pas un pas vers la censure? S'il y a cette idée de censure, après c'est toujours un mot un peu délicat à employer parce qu'il veut dire beaucoup de choses qui ne sont peut-être pas exactement ce que le ministère a en tête. C'est peut-être pas une idée de censure, mais plus de faire attention. Mais la limite est justement très fine et c'est sûr que le cinéma ne devrait pas être touché par ce genre de censure. Et c'est sûr que ça pose question parce qu'il y aurait peut-être beaucoup d'autres problèmes au niveau institutionnel à régler, comme par exemple des réalisateurs invités par la Cinémathèque. Peut-être qu'il faudrait plus parler de ça que de la cigarette au cinéma. Pour moi, c'est un débat un petit peu compliqué, mais ce qui m'inquiète le plus, c'est de savoir que si l'État commence à interdire de montrer des choses dans le cinéma, qui est un art, j'ai un petit peu peur des prochaines étapes et de ce qui pourrait être interdit par la suite. Je pense que c'est plus important de faire des questions d'éducation à l'image, d'éducation aussi sur les comportements à risque ou ce genre de choses, plutôt que d'imputer le cinéma lui-même. Je pense qu'on peut commencer par d'autres petites actions de sensibilisation qui ne vont pas toucher un art en particulier. C'est vrai qu'il y a l'industrie du tabac a filé de la thune souvent à l'industrie hollywoodienne pour promouvoir des paquets de clopes. Il faut se baser là-dessus, c'est vrai. Ça a été un problème. Maintenant, on est sur une chasse aux sorcières autour de la clope qui est légitime. Je veux dire, c'est pas bien de mourir du tabac, mais le cinéma reste justement, malgré son côté business, une œuvre d'art. Un film, c'est une œuvre d'art. Et l'utilisation de la clope là-dedans, c'est purement du choix du réalisateur et de personne d'autre. C'est pas que limité à la clope, de toute façon, ce rapport-là à la censure et à cette espèce d'ingérence qui va se mettre dans le cinéma, en fait, parce que c'est vraiment ça le problème. Je suis enivré et post-traumatique. Je te mets dans tous tes états. Je suis celui que tu cherches quand tu es vieux, accroupi à quatre pattes complètement sous dans la cuvette des chiottes. Mais je peux me cacher
Et Camille nous a rejoint donc pour parler de cinéma. Bonjour Camille. Bonjour Julia. Alors on voit que la cigarette fait vraiment débat dans toute l'industrie cinématographique. Il y a d'ailleurs un vrai débat à la Cinémathèque. Est-ce que vous pouvez nous en parler un peu plus? Alors ça s'est passé en novembre. La Cinémathèque a organisé 2 rétrospectives de 2 réalisateurs. Il s'agit de Polanski et de Brissot. Le problème est fondé dans le fait qu'ils sont tous les 2 accusés d'agression sexuelle. Pour Polanski, en plus, viol à 4 reprises sur mineurs. Du coup, il y a eu une réaction très violente de l'opinion publique et surtout des féministes qui a mené à l'annulation d'une des 2 rétrospectives, celle de Brissot. Et Brissot est beaucoup moins sur le devant de la scène que Polanski. Du coup, la Société des réalisateurs a vraiment critiqué la décision de la Cinémathèque en disant que le cinéma, justement, était là pour parler des tabous de notre société et qu'au final, de ne pas prendre le parti d'être dans quelque chose de compliqué, mais pour autant d'assumer son choix, c'était quelque chose de faible vis-à-vis du cinéma. Donc, surtout que là, il y avait vraiment 2 réalisateurs, et donc en privilégier un et en mettre un de côté, c'était un peu... Oui, voilà. Surtout privilégier le plus connu des 2, c'est ça. C'est vraiment faire du business, quoi. Surtout qu'avec toutes les affaires liées à Harvey Weinstein, etc., les agressions sexuelles, c'est vraiment ressorti. Donc ça devait vraiment recréer un autre débat en plus. On voit que vous avez interviewé un réalisateur dans votre reportage. Il parle donc d'un film, mais sur quoi va porter ce film justement? Alors c'est un court-métrage de 19 minutes sur le thème du cancer du sein. Donc un autre sujet... Assez tabou encore aujourd'hui en France. En fait, il a réalisé ce court-métrage avec sa compagne qui travaille sur le cancer du sein auprès des malades dans les hôpitaux. Et il y a eu un pourcentage qui a fait qu'en fait, on a découvert que les femmes étaient beaucoup plus amenées à se faire quitter par leurs compagnons quand elles avaient un cancer du sein. Et il s'est posé la question, pourquoi ? Pourquoi, quand on aime quelqu'un, on le quitte alors que la personne est malade? Et il a décidé d'en faire une comédie. Donc d'aborder un donc c'est assez original pour le coup, oui. Oui, bah oui. C'est un thème comment assez rire dur. du cancer du sein, comment en sourire du moins. Et c'est vraiment son parti pris de prendre un sujet très compliqué à aborder et d'en faire une comédie. Du coup, le film actuellement est monté, tourné et monté. Là, il est en train d'en faire la promotion. Donc, c'est un film qui est actuellement en financement participatif parce qu'il faut faire l'échelonnage et le mixage. Mais il devrait sortir, si tout se passe bien, en janvier. Donc, on pourra le retrouver en janvier, normalement. Oui, alors la première est diffusée au cinéma L'Univers, courant janvier, je pense que c'est le 16. Donc on pourra vérifier ça sur Internet, donc je suppose que tout sera réinscrit. Donc là, on parle d'un tabou donc, qui est le cancer du sein. La cigarette, c'est aussi un tabou, mais justement, est-ce que le cinéma ne servirait pas à mettre ces tabous en lumière et justement les démystifier, entre guillemets? Ah, mais évidemment, le cinéma fait intégralement partie de la culture française. Et dans le cinéma français, on a le chic, justement, de tourner tous ces sujets difficiles en comédie la plupart du temps. Après, il y a beaucoup de films qui marchent sur le business, mais je pense que quand on fait un film, et c'est ce que m'a dit en tout cas Léo, le réalisateur, quand on fait un film, on est forcément engagé, on veut forcément faire passer un message, que ce soit par l'humour ou par le drame. Et c'est à ça que sert le cinéma, réellement. C'est de parler de sujets compliqués, abordés dans une discussion de la vie quotidienne avec quelqu'un. Et de pouvoir y réfléchir, de pouvoir le mettre à l'image et de l'interpréter selon son caractère. Et justement, comme ce réalisateur le fait, le mettre en image, le mettre en valeur et en même temps, voilà, le parler d'une façon comique ou en comédie, voilà, vraiment rendre ce thème, entre guillemets, moins lourd, en fait, puisqu'il faut en parler, en fait. Parce que, justement, il y a une espèce d'ivresse morale en ce moment en France. Et je pense que le meilleur moyen de parler d'un sujet, c'est d'en rire, parce qu'on le démystifie et la discussion, là, devient efficace. Et le cinéma est subjectif, donc si on a envie de voir une cigarette dans un film et pas dans un autre, chacun fait comme il veut. Mais oui, tout à fait. Merci Camille pour votre intervention. La suppression du marché de Noël de Paris a été un grand choc pour tous les forains. Justement, qu'en pensent les forains du marché de Noël de Lille? Juliette a été à leur rencontre. Ah, Noël. Ses décors, son ambiance, sa patinoire et surtout ses marchés. Un rendez-vous traditionnel dans beaucoup de villes du monde entier, mais cette année, l'annulation de celui de Paris par la mairie crée la polémique. Et à Lille, les forains sont tous très inquiets. Il est certain que sur un marché Noël aujourd'hui, ce que les gens espèrent retrouver, c'est un peu plus de côté tradition et tout ce qui est en rapport avec Noël.
Mais de là à supprimer vraiment tout le marché de Noël, je pense que c'est difficile, surtout pour les personnes qui attendaient que ça tout au long de l'année. Ah bah moi je trouve que c'était un très très beau marché, c'est très dommage qu'il l'ait supprimé, parce que ça rapportait beaucoup niveau tourisme et tout. Moi j'ai déjà fait le marché de Paris et franchement c'est vraiment quelque chose c'est dommage. L'annulation d'un marché de Noël peut avoir plusieurs conséquences importantes sur le chiffre d'affaires des forains. À Lille, on a du mal à imaginer la ville sans marché. Il est certain que si aujourd'hui le marché de Noël est supprimé pour X raisons, forcément ça a un impact non seulement pour moi, mais pour tout le monde, mais aussi bien pour les personnes qui viennent ici sur le marché, puisqu'ils y retrouvent du plaisir et de l'envie, et c'est ce qu'on voit au quotidien. Ah oui, carrément, parce qu'elle, c'est un gros chiffre d'affaires qu'elle fait ici tous les ans. Après, elle fait d'autres... dans l'année, elle a des chalets un peu dans des galeries marchandes. Mais le marché de Noël, c'est quand même c'est 1 mois et demi, mais c'est quand même 1 mois et demi qui apporte aux commerçants. L'argument de la mairie de Paris pour annuler le marché était la qualité des produits. Mais dans les rues du marché de Lille, il se murmure une toute autre raison, la menace terroriste. Moi, je pense que c'est la sécurité des gens, 1. Et 2, moi, il y avait un Québécois qui était là-bas puis qui vendait des produits québécois de basse gamme. Ça fait que d'un côté, je me dis que il y a des raisons pourquoi ça... Tu sais, on dit pas tout à la télévision, là. Mais si on a annulé parce qu'il y a probablement qu'ils ont des doutes sur quelque chose. Et donc, je pense qu'elle a bien plus pour la sécurité d'autres choses. Malgré les dangers, les visiteurs d'ici et d'ailleurs tiennent à la tradition du marché de Noël. N'est-ce pas, Jurg? Pas du tout, c'est pas une bonne chose. Il faut que le marché de Noël, ça reste comme ici à Lille. Je vois qu'il y a beaucoup de police pour contrôler tout. Il faut que ça reste parce que c'est quelque chose européen. Alors si les visiteurs veulent garder le marché de Noël lillois, rien n'est moins sûr pour sa perpétuité si on en croit les langues de bois de ses chargés de communication. Serions-nous sur un au revoir au croustillon? Affaire à suivre. Et Juliette et Théo nous ont rejoints. Bonjour Juliette et Théo. Bonjour Julia. On reviendra à Théo un peu plus tard pour l'agenda culturel. Juliette, on va passer à vous tout de suite. Donc vous avez été au marché de Noël de Lille. Oui. Est-ce que vous pourriez nous rappeler ce qui s'est passé avec le marché de Noël donc des Champs-Élysées? Alors en fait, le marché de Noël des Champs-Élysées à Paris a été annulé par la mairie et l'argument qui était avancé, c'était la qualité des produits qui était, selon la mairie, pas de bonne qualité. Sauf que les forains n'ont pas apprécié cette décision. Ils ont décidé de lancer une opération escargot. Et résultat, finalement, le marché a été délocalisé au niveau des Halles. Donc il est toujours à Paris, mais... Oui, mais plus au même endroit. Et en ce qui concerne la Grande Roue, parce qu'il y a aussi une polémique là-dessus. La Grande Roue... On ne sait pas pour l'instant. Non. Il faut aller à Paris et découvrir ce qui se passe. Donc là, on est parti à Lille donc, pour avoir leur avis. Le marché de Noël, est-ce qu'il est important pour les Lillois ou les visiteurs extérieurs qui viennent à Lille? Alors le marché de Noël, oui, il est important pour les Lillois et pour les visiteurs venant de l'étranger aussi. C'est l'événement en fait, le plus important de la ville derrière la braderie. Donc c'est quand même assez conséquent, le nombre de visiteurs est assez conséquent. C'est un événement qui revient donc toutes les années et donc qui attire pas mal, puisque là on voit d'ailleurs que vous avez un visiteur étranger qui est là et qui donc dit clairement qu'il veut garder ce marché de Noël. Donc c'est important pour tout le monde. C'est ça, c'est un rendez-vous traditionnel pour beaucoup. Et donc on voit que l'un des forains, un Québécois, par son accent, met en avant un problème qui serait donc autre que celui donc évoqué par la mairie de Paris, qui serait donc la qualité des produits, voilà, donc la sécurité. Est-ce que les personnes que vous avez rencontrées, que ce soit visiteurs ou forains, sont plutôt en accord avec cette excuse entre guillemets de qualité, ou comme le forain québécois que l'on voit, est-ce qu'ils pensent plutôt que c'est lié à un problème de sécurité, donc lié aux clairement attentats? C'est la sécurité. Après, la majorité des forains et des visiteurs l'ont dit en off, ils n'ont pas souhaité s'exprimer directement. Mais clairement, c'est la sécurité et la menace terroriste qui revient régulièrement dans nos conversations qu'on a eues en off lors du reportage. Donc c'est vraiment, les gens sont persuadés que donc, si le marché de Noël... C'est absolument pas un problème de qualité. Ça fait des années que les marchés de Noël existent et perdurent, donc effectivement. Et c'est la première fois qu'ils justement quittent les Champs-Élysées. Et donc, à la fin, on voit qu'il y a une petite ouverture sur la possibilité d'une suppression ou peut-être d'une délocalisation aussi du marché de Noël lillois. Est-ce que vous avez réussi à parler à des membres de la communication du marché de Noël? Alors, au niveau de l'accueil et des chargés de communication, ils n'ont pas souhaité s'exprimer parce qu'ils estimaient que le sujet était
allait créer une polémique. Donc on n'a pas pu avoir de conversation, même en off. Donc je n'ai pas d'informations supplémentaires à vous fournir là-dessus. Affaire à suivre, encore une fois. Eh bien, merci Juliette. Merci. On va tout de suite passer donc à l'agenda culturel du week-end. Est-ce que Théo, il y a plein de choses à faire en ce moment dans la région? On a énormément de choses à faire pour ce week-end, surtout en cette période de fête. On va commencer avec Lille et ses escales hivernales. Donc, il y aura avec des musiciens, artistes, auteurs ou encore performeurs qui se retrouveront à la gare Saint-Sauveur pour un festival littéraire. Au programme rencontres, dédicaces et concerts. Ça se déroulera de samedi 10h, 22h et le dimanche de 10h à 19h. On continue avec Roubaix qui accueillera 3 événements, notamment la braderie de l'art à la Condition publique qui accueillera 150 artistes pour un marathon de la création à partir de matériaux de récupération. Donc au programme, on aura des graffeurs, des designers, des sculpteurs qui seront au rendez-vous. Ça se déroule de samedi 19h à dimanche 19h avec une interruption de 2h30 du matin à 8h30 et l'entrée sera libre. C'est très culturel en ce moment. Très culturel. On continue puisqu'on aura aussi le marché des modes avec la 30e édition qui rassemblera des marques créateurs à Lancey. Donc c'est une école d'ingénieurs textiles. Je ne sais pas si vous saviez. Donc, voilà, donc de quoi se coucher plus intelligent. Donc, occasion de venir dénicher des pièces uniques et originales ou autres accessoires. Donc vous aurez l'occasion d'aller au marché des modes de samedi 12h à 23h et le dimanche de 11h à 19h. Et est-ce qu'il faut rien payer, c'est gratuit? Non, c'est gratuit et ça se déroule au Vestiaire et à Lancey, donc dans l'établissement au Vestiaire qui est situé juste à côté de la piscine de Roubaix. Et le troisième événement que la ville de Roubaix accueillera, ça sera la Nuit des Arts, où les musées, les galeries, les ateliers et encore les librairies vont ouvrir leurs portes à la tombée de la nuit. 40 lieux répartis dans la ville vont accueillir le public, et ça se déroule de samedi 18h à 23h. Donc c'est un nocturne. C'est un événement découverte culturelle. Voilà. Et c'est pas la première fois que ça se fait dans la ville de Roubaix. On va partir maintenant à Villeneuve-d'Ascq, puisqu'il y aura le cortège de la Saint-Nicolas, donc qui se rassemblera à 17h. Une petite note Noël. 17h, voilà, le premier événement de Noël, donc qui se rassemblera à 17h autour de l'église Saint-Pierre-du-Bourg. Au programme, évidemment, comme un festival, un défilé de Noël, fanfare, cracheurs de feu, ou encore échassiers lumineux, donc pour le plus grand bonheur des petits. Une ambiance joyeuse au cœur du marché de Noël, donc ça se déroulera de samedi 14h à 19h avec la parade qui débute à 17h et le dimanche de 11h à 18h. Donc c'est un événement évidemment gratuit. On quitte Villeneuve-d'Ascq pour Marc-en-Barœul avec la fête des huîtres. Alors, là, changement de décor. On change complètement de décor, mais c'est de période. Bien, voilà, c'est de période. Alors, c'est l'hippodrome qui accueillera... qui compte, ou du moins accueillir 6500 visiteurs pour cet événement. La dégustation se fait sur place ou à emporter. Et pour les personnes allergiques ou qui détestent les huîtres, il y a évidemment du saumon fumé ou aussi de la charcuterie qui sont proposées. Donc ça se déroule de samedi 9h à minuit et le dimanche de 9h à 16h. Et ça, c'est aussi gratuit? C'est gratuit, donc à l'hippodrome de la ville de Marc-en-Barœul. Que demander de plus? Écoutez, on a plein de choses à faire dans la métropole. Et on quitte justement la métropole lilloise pour Calais avec sa grande parade de Noël. Donc c'est le rendez-vous de Noël. Donc le samedi, ça va débuter avec un sculpteur de glace qui œuvrera sous les yeux du public. Donc c'est à partir de 14h, place d'Armes. Et le lendemain, ça sera la parade de Noël. Donc un défilé de 11 chars avec plus de 200 figurants et comédiens, comprenant des acrobates, des danseurs, mais aussi des... comment dire? Alors, je ne relis plus mes notes. Danseurs, acrobates et musiciens qui feront leur show, Et ça débute de 17h30, place Crève-Cœur. Et enfin, dernier événement, ça sera Boulogne-sur-Mer, donc défilé de la Saint-Nicolas. Le cortège défilera dans les rues du centre où Saint-Nicolas distribuera des enfants... des bonbons aux enfants. Distribuera des friandises aux enfants. Et le défilé s'achèvera par un feu d'artifice visible depuis le quai Gambetta à partir de 19h. Et le départ de ce cortège, ça sera à 17h rue Nationale, à Boulogne-sur-Mer. On a plein de choses à faire entre Noël ou culture, on peut choisir ou faire les deux. Vous avez le choix, honnêtement. Et en plus, c'est de la nourriture, j'ai envie de dire. La nourriture. Voilà, on a un peu de tout. Juliette, t'es intéressée par quelque chose? Bon, pas la distribution d'enfants, mais les huîtres. Moi, je ferais les huîtres aussi, plus à proximité. Théo, bon, lui, c'est la distribution d'enfants qu'il préfère. On va peut-être éviter de on va garder ça pour nous. Sauveur avait l'air pas mal, la rencontre. Alors, vous pourrez nous faire un petit retour là-dessus? Peut-être. Et peut-être un reportage, voilà, exactement. Le prochain T'as vu en 2018. Et c'est donc sur cette note estivale qu'on se quitte pour ce dernier T'as vu donc de l'année 2017. L'ensemble de l'équipe du Master de journalisme vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année et on se retrouve donc en 2018 pour d'autres reportages et d'autres informations.